Très intéressant parce que vous allez voir, comme son nom l'indique, la complexité en fait de ce que ressent un enfant quand il est violé, abusé par quelqu'un qui est proche de lui, par un de ses parents, par quelqu'un qu'il aime, par quelqu'un dont il dépend, par quelqu'un dont il attend l'approbation, la valorisation, par quelqu'un en qui il a confiance. Donc, pour prévenir tout le monde, dans ce live, je vais traiter de sujets assez durs, voire très durs. Donc, posez-vous la question quand même, est-ce que je me sens de regarder ce live et d'entendre ce que peut ressentir une petite fille de 4, 6, 7 ans quand la personne qu'elle admire le plus, son héros, son père par exemple, la viole de la plus horrible des manières. Enfin, de toute façon, il n'y a pas besoin que ce soit plus horrible des manières, c'est horrible et un point c'est tout. Donc voilà, donc est-ce que vous êtes prêts à entendre parler vraiment de ces sujets-là, sachant qu'il y a deux situations que je vais vous présenter ce soir. C'est des situations de personnes qui sont venues en consultation et qui m'ont gentiment permis de partager leur témoignage ce soir. Donc elles vont, vous allez voir que je vais décrire en détail ce qu'elles ont ressenti. Et vous allez voir, c'est ce qui est le plus terrible à entendre. Voilà, donc si vous vous sentez prêt, allez-y. Et sinon, n'hésitez pas à dire ok, je regarderai ça plus tard ou jamais, il n'y a pas de problème. Voilà, je préférais prévenir. Donc c'est parti, maintenant que vous êtes avertis. Donc, on pourrait penser qu'un enfant qui est violé, on pourrait penser que bon bah voilà, il ne ressent que des choses négatives. Il se dit oh là là, c'est mon agresseur, du coup je vais le dénoncer, il est coupable, c'est le méchant, je vais le dire à tout le monde, et je ne ressens que des choses négatives vis-à-vis de lui, d'accord ? Sauf que dans l'absolu, c'est pas forcément le cas, et alors encore moins quand c'est un enfant qui est violé par comme je disais, quelqu'un qu'il aime. Enfin, imaginez que la personne qui vous détruit, qui vous massacre de l'intérieur au niveau physique et psychique, c'est une personne que vous adorez complètement. Mais je veux dire, essayez d'imaginer ce que c'est en fait. Imaginez que la personne pour qui vous avez le plus d'admiration, vous l'aimez de tout votre cœur pur d'enfant, vous attendez son amour, vous dépendez de lui, c'est-à-dire que vous vivez chez lui. Je veux dire, s'il vous donne plus à manger, vous êtes mort en fait. S'il vous donne plus de toit, vous êtes mort aussi. Et cette personne-là, qui est en fait absolument tout pour vous, eh ben, elle vous détruit. Voilà. Donc imaginez la complexité des sentiments et bien sûr le désordre absolument énorme que ça provoque dans la construction de la personnalité. Ok ? Donc je vois qu'il y en a qui sont arrivés juste après là, donc je repréviens, c'est un live qui est assez dur dans ce que je vais dire, donc ne l'écoutez que si vous vous sentez vraiment prêt à entendre des choses pas faciles à entendre. En fait, j'ai eu l'idée de faire ce live parce que une de mes connaissances un jour m'a dit, connaissant mon métier, m'a dit mais en fait... je veux dire, quand quelqu'un a été violé ou abusé, bon bah voilà, il a été violé, abusé, bon bah il pleure la tristesse de l'avoir été, et puis bon bah il s'en libère et voilà. Alors, pas du tout, d'accord ? Ce qui est à verbaliser en thérapie pour être libéré, c'est absolument tout ce que la personne, en l'occurrence l'enfant, vu qu'on parle des enfants, a ressenti. Et en fait... Je veux dire, un enfant est un être humain doué d'intelligence, doué de compréhension, doué d'analyse, et donc à qui on fait quelque chose d'inhumain. C'est-à-dire qu'on le prend pour un objet, pour un robot, on lui fait des choses atroces, mais en fait, lui, il est là, et ça n'est ni un robot, ni un objet, donc en fait, il va analyser, il va essayer de comprendre, et absolument tout en fait. Donc vous imaginez l'intensité des émotions qu'il va ressentir à ce moment-là, et surtout
l'intensité des émotions qui vont être piégées à l'intérieur de lui parce que ça fait beaucoup trop d'un coup, beaucoup trop d'intensité, beaucoup trop de violence. Mais du coup, en psychothérapie, il y aura tout ça à sortir et à dénouer, donc voilà, millimètre par millimètre. Et c'est pour ça que ça peut en effet prendre du temps parce que c'est très complexe et il faut dénouer émotion par émotion, par situation qui se ressemble, etc. Ok ? Et donc, c'est pareil. Vous savez, je rigole souvent quand on parle des faux souvenirs et si ça vous intéresse, j'ai fait un petit live justement sur les faux souvenirs puisque quand vous êtes, en l'occurrence dans mon cabinet de consultation et que vous entendez la précision non seulement des faits mais surtout des ressentis en fait. Comment les gens, quand ils se libèrent de ce qu'ils ont vécu enfant, notamment quand c'est un viol, un abus sexuel, eh bien en fait, c'est très singulier la manière dont ils vivent les choses en fait. Tout ce qui est ressenti. Et du coup, ça va être ça qui va être à verbaliser. Et donc ça, c'est complètement différent pour chacun. Et excusez-moi, je suis avec mes notes ce soir. Donc, voilà. Je vais vous donner un exemple. C'est pas juste, bon bah voilà, on m'a violée et puis c'est tout. Il y en a un enfant qui pleure de tristesse, il y a l'autre enfant qui pleure de peur, il y a l'autre enfant qui pleure de colère. Pas du tout. Ok. C'est par exemple, écoutez, un exemple de ce qu'une petite fille, par exemple, peut se dire. Mais en fait, je pensais que c'était juste les amoureux qui se faisaient des bisous sur la bouche. Ah oui, quand t'as 6-7 ans, voilà. Donc en fait, lui là, qui me fait un bisou sur la bouche de manière sexualisée, c'est pas mon papa en fait. D'accord, donc en fait c'est mon amoureux. Mais du coup, ça veut dire que j'ai plus de papa. Et donc c'est la catastrophe. Vous voyez ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant ? Parce que l'enfant, en fait, il est là, il essaie d'analyser l'inanalysable, en fait. Ok ? Et même quand les enfants ne sont pas violés par des personnes très proches, de toute façon, ça va être à chaque fois, ça va être quelque chose d'extrêmement différent. Par exemple, je pense à une dame qui était dans son présent, elle ne supporte pas d'avoir quelque chose sur les mains. D'accord ? D'avoir les mains poisseuses, c'est quelque chose qui est insupportable, c'est limite une phobie. Ok ? Eh bien, un truc s'est étalé sur mes mains, c'était tout poisseux, je ne comprenais pas ce que c'était. Et voilà. Bon, je vous laisse imaginer ce que c'était. Et donc, c'est pour ça que je ne supporte pas d'avoir les mains mouillées ou avec quelque chose dessus. D'accord ? Une autre, je m'en suis voulu d'avoir désobéi, d'être sortie de chez moi, alors que ma mère me l'avait interdit. Du coup, si je n'étais pas sortie, il ne se serait pas passé ça. Donc là, vous voyez que la verbalisation de ce qui s'est passé et la complexité de ce qui a été ressenti, c'est pas uniquement par rapport au viol, mais c'est la culpabilité d'avoir désobéi à sa mère qui lui a dit tu restes à la maison, parce que du coup elle s'est dit bah voilà, si j'ai été agressée, c'est à cause de moi vu que j'ai désobéi, je suis sortie de chez moi. Ok ? Donc là on voit bien la complexité du discours, même quand c'est pas des proches qui violent les enfants. Alors je vous raconte pas quand l'agresseur, voilà, c'est quelqu'un en qui l'enfant il a confiance et en qui il dépend. Bon bah là je vous laisse imaginer que c'est le carnage, hein, bien sûr. Alors, donc voilà, là je vais vous présenter deux situations issues de ma pratique. Donc je remercie encore les personnes qui m'ont permis de partager ça. Elles ont toutes les deux été violées quand elles étaient petites par leur père. Elles l'avaient toutes les deux occulté, d'accord ? Donc elles s'en souvenaient absolument pas. En début de thérapie, ça a été un plus ou moins long travail. Donc vous allez voir tous les sentiments qu'elles ont ressentis. Alors vraiment, je vous demanderai d'écouter ces témoignages avec la plus grande bienveillance et surtout sans jugement. Et de vraiment mettre tous vos a priori de côté. Parce que là, vous allez voir justement qu'il n'y a pas qu'un rejet en fait de l'agresseur. Et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement complexe. Et donc vraiment, je vous demande de ne pas juger
les ressentis de ces deux petites filles qui ont, adultes, accepté de vous partager leur témoignage. Donc, merci pour le respect que vous leur témoignerez. Donc là, c'est le moment où, si vous êtes sensible, c'est le moment de partir. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne sais pas s'il va durer très longtemps, en fait, ce live. Ok, alors, la situation 1. Donc, une dame vient me voir, voilà. Elle découvre que son père l'a violée toute son enfance. Et lors d'une séance, je crois que j'avais fait une petite story par rapport à elle, d'ailleurs. Il y a une scène qui remonte. Son père, il a fait venir sa cousine, qui avait 4 ans, je crois, à l'époque. Encore plus petite que la dame, quand elle était petite fille. Et il a aussi violé la cousine. Donc il leur fait faire des fellations à tour de rôle et il dit à sa fille que sa cousine, elle fait mieux qu'elle. Donc là, vous voyez, un viol, c'est jamais, enfin, c'est pas souvent comme ça, en fait. Il y a souvent de la manipulation, il y a souvent de la mise en compétition, il y a le fait d'être rabaissé, c'est-à-dire qu'en fait, en plus, d'accord, en plus du fait que je te viole, je vais te faire comprendre en plus que t'es nul. Voilà, comme si ça suffisait pas. En plus, je vais te faire comprendre que t'es nul. Voilà. Parce que du coup, il la rabaisse en disant, bah, elle fait mieux que toi. Donc, la petite fille qui était la consultante, qui vient me voir, elle se met à détester sa cousine. J'étais dans un sentiment de haine mélangé à de la tristesse. Une fois de plus, je ne pouvais rien faire. Même si je la déteste, ça ne changera rien au fait qu'il la préfère à moi. Donc, vous voyez, là, on voit tout à fait que ça la dérange, et c'est le moins qu'on puisse dire, que son père, qui la viole, préfère sa cousine à elle. Vous voyez ? Donc, l'idée que je déteste mon agresseur à partir du moment où il m'agresse, bah ça marche pas. Notamment pour les enfants. Donc, alors pourquoi, en effet, un enfant, il va pas détester la personne qui l'agresse parce qu'il l'aime. Bah, la plupart du temps, c'est parce que un enfant, il va penser que c'est de sa faute, en fait. C'est-à-dire qu'un enfant, il apprend de ses parents comment est le monde. Donc, si mon père me montre que c'est normal d'être traité comme ça, que peut-être tous les pères font ça avec leur petite fille, bah moi, je vais le croire, en fait. Du haut de mes 4 ans, du haut de mes 6 ans, du haut de mes 7 ans, d'accord ? Donc, je vais me dire que, et on va le voir plus tard d'ailleurs, parce que cette petite fille, non, par exemple, elle avait mal pendant les viols, ce qui paraît logique, et son père, en fait, la traitait de chochotte. Donc, la culpabilité d'avoir mal. Vous voyez ? Ok. Et autre chose aussi, c'est que les enfants, ils sont pleins d'amour, ils sont très compatissants envers les adultes, surtout envers ceux qui les aiment. Et donc, quand un adulte, ça, il y a un certain nombre d'agresseurs qui font ça, c'est-à-dire qui disent à l'enfant, voilà, je suis désolée, je peux pas m'en empêcher, je suis triste de te faire ça, mais tu comprends, je peux pas m'en empêcher, ou allez, s'il te plaît, tu veux bien me faire plaisir, ça ferait plaisir à papa, ou à tonton, ou à maman. Donc imaginez si les enfants ne se soumettent pas ou ne font pas, et bien après ils se sentent coupables d'avoir fait souffrir la personne qu'ils aiment, en fait. Donc imaginez comment ça leur déglingue le cerveau complètement. Donc après on voit des gens arriver à l'âge adulte et on dit ouais mais regarde l'autre il fonctionne n'importe comment. Oui bah posons-nous des questions, en fait. Il y a forcément des raisons, pas forcément systématiquement les viols, mais il y a des raisons. Les gens ils n'arrivent pas à déglinguer à l'âge adulte pour rien. Donc elle continue en disant voilà. Ok. Donc ça, c'est vraiment pas rare. Hein. Moi, j'ai déjà entendu un certain nombre de victimes témoigner, dont le père, qui les obligeait à leur faire des fellations, disait par exemple, bah en fait, tu fais n'importe comment, en fait, tu fais mal. Et donc l'enfant, alors que déjà il est agressé, il culpabilise, il a honte de lui parce qu'il sait pas bien faire. Donc évidemment, ça va encore plus impacter le manque de confiance en lui que les agressions ont déjà mis à l'intérieur de lui.
Ok, parce qu'en fait l'enfant il n'a pas de recul pour se dire mais attends il fait n'importe quoi celui-là, il est complètement malade, je veux dire c'est n'importe quoi ce qu'il est en train de me demander, c'est lui qui a tort, d'accord. Remettre en question la parole de Dieu, parce que les enfants, enfin les parents quand les enfants ils sont tout petits, pour eux en fait leurs parents c'est Dieu, donc remettre en question la parole de Dieu, c'est pas possible pour un enfant, ok. Donc voilà, un enfant, il peut pas se dire, il fait n'importe quoi celui-là, il est hors la loi, il n'a pas le droit de me faire ce qu'il me fait. En plus, il se permet de me dire que je sais pas faire une fellation alors que j'ai 7 ans. Il se sert du mal qu'il me fait pour me rabaisser, d'accord. Un enfant, il peut pas se dire ça. Et donc c'est pour ça que plus vous allez donner confiance à un enfant, plus vous allez lui permettre dans son éducation d'écouter son cœur et de se faire confiance, c'est-à-dire de ne pas le culpabiliser quand il ressent des émotions, ce que j'arrête pas de répéter tout le temps. Laissez vos enfants pleurer, laissez vos enfants être en colère du moment qu'ils ne font pas du mal autour d'eux. Ne culpabilisez pas vos enfants d'avoir peur. Arrêtez de les culpabiliser de ressentir des émotions parce que plus vous le faites et moins ils auront confiance en eux et plus ils culpabiliseront. D'accord. Donc plus ce sera facile pour un agresseur de passer derrière et de leur appuyer un peu plus sur la tête parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Donc plus vous donnerez confiance à vos enfants, plus vous leur permettrez de se croire, de sentir que chacune de leurs émotions a forcément une raison d'être même si vous ne la voyez pas et que chacune des émotions est légitime et que vous leur demandez assez souvent leur avis et que vous l'écoutez quand c'est possible, eh bien ça va donner confiance aux enfants et du coup c'est ça qui va les protéger. Parce qu'ils vont se dire, mais attends, lui, il fait un truc pas normal. Et donc s'il fait un truc pas normal, je vais avoir beaucoup plus de facilité à le dénoncer, vu que je sais que c'est lui qui est en tort. Ok ? Voilà, donc c'est exactement comme si quelqu'un de violent physiquement disait par exemple à sa victime bah, t'es nul parce que tu n'encaisses pas bien les coups en fait. C'est-à-dire que c'est le monde à l'envers. D'accord ? Et après on se dit oui mais pourquoi ? Je veux dire là la victime, la femme devenue adulte, mais pourquoi elle se laisse faire bah, posons-nous la question. Ok, donc on reprend son discours. Donc de petite fille. Il la préfère, donc ma cousine, il la préfère, ça se voit. Je ne les regarde plus. Je tombe dans la tristesse et l'impuissance. Je baisse les bras. Ça ne sert à rien que je la déteste, mais je la déteste. Je ne fais plus d'efforts pour que ça plaise à mon père quand c'est mon tour. Donc vous voyez, ça veut dire qu'elle faisait des efforts pour que quand il l'obligeait à faire des fellations, ça plaise à son père. C'est pas parce qu'elle aimait le faire. Bien sûr que non. C'est que en fait, voilà, tous les enfants du monde, en fait, ils cherchent l'approbation de leurs parents, peu importe dans quelle situation, dans quel contexte. Malheureusement, dans un certain nombre de situations. Donc, elle dit, ça sert à rien de faire des efforts. Je me sens complètement nulle et écrasée. J'ai fait tout ça pour rien. Tous les efforts pour lui faire plaisir et qu'il m'aime. J'ai très envie de pleurer, mais je ne veux pas leur montrer. Ils vont se moquer de moi. Ensuite, je le vois la violer carrément et il me dit « Regarde au moins, elle sourit. » Je me demande, donc là elle se dit en tant que petite fille, mais vous allez voir, il y a une explication. Elle sourit comme un robot, la cousine. Je me demande comment elle peut faire pour sourire alors que ça fait si mal. J'en veux à ma cousine de sourire. Ça n'a pas l'air difficile pour elle. Et là, l'adulte qu'elle est aujourd'hui dit « Je sais aujourd'hui que ce sourire avait forcément une explication. Peut-être qu'on lui avait appris à réagir comme ça. Mais sur le moment, je me disais « Ça veut dire que je suis nulle de trouver ça difficile quand à moi, il me le fait. » Donc, il a raison de me dire d'arrêter de faire ma chochotte quand je dis que j'ai mal. Quand il me le fait et quand il me dit de sourire. Je me dis que c'est de ma faute. Je me dis que je n'ai pas à la détester parce que le problème, ce n'est pas elle, c'est moi. Après, j'ai plus envie de m'agenouiller à côté d'elle, de lui caresser les cheveux et de lui dire « T'inquiète pas, ça va finir vite. » Mais dans les faits, je ne bouge pas. Donc là, vous voyez que le réflexe de l'enfant, ça n'est pas de remettre en question le comportement de l'agresseur qui est son père, c'est de remettre en question
le comportement de l'autre enfant qui, bien sûr, lui non plus n'a rien demandé et est aussi une victime. Donc vous voyez que l'enfant, en fait, bien sûr qu'il ne va pas se retourner contre la personne dont il dépend pour vivre, en fait, et pour survivre, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue psychique et d'un point de vue physique. Je suis en colère contre ma cousine qu'elle ne se défende pas. À cause d'elle, je me sens nulle. Je suis en colère contre ma cousine de me mettre la tête encore plus sous l'eau. Elle pourrait avoir la gentillesse de faire moins bien que moi. Comment ça? Comment tu oses faire mieux et prendre ma place? Au moins, laisse-moi ma place. Je suis en colère contre ma cousine de détruire le peu de relations que j'ai avec mon père. De croire qu'il m'aime, ça me permet de survivre. Voyez? Je suis en colère contre elle parce qu'elle ne se rend même pas compte du danger dans lequel elle me met. Si je n'ai rien à quoi me raccrocher, je vais mourir pour de vrai. Je voudrais la prendre par les cheveux et la sortir de la pièce. Ma cousine complique vachement la tâche à tout ce qui essaie à l'intérieur de moi, que je ne sombre pas complètement. Je suis sur un fil, et toi tu es le truc qui va me faire basculer. Je n'ai vraiment plus de papa maintenant à cause de toi. Si je veux le détacher de ma cousine, il faut que je lui donne envie que ce soit moi, pas elle. Donc vous voyez, là elle veut des efforts pour faire mieux qu'elle, alors que c'est insupportable ce qu'il lui fait faire en fait. Mais tout ça pour, alors écoutez, ce sont les câlins qu'il me fait après. Donc après les viols, en fait, il lui faisait un câlin, un sein. Et donc ce sont, sachant qu'il lui en faisait jamais à côté, ce sont les câlins qu'il me fait après, qui sont vitaux pour moi, comme le souffle de la vie. Vous vous rendez compte? Plus je cherche une solution, moins j'en trouve, et plus je perds de ma force. C'était ma fierté de ne pas sourire quand ça se passait. Donc c'était sa fierté de ne pas sourire quand il lui faisait des horreurs. Mais vu qu'elle sourit, je me sens nulle. Si je souris pendant les attaques, c'est pire, c'est lui faire croire qu'il a gagné. Bon, j'espère que c'est pas trop dur pour vous. N'hésitez pas à arrêter si c'est trop dur. Ok. Il est assis, la tête de ma cousine entre ses jambes. Je suis petite. Je me colle contre lui pour être dans ses bras. Vous voyez, enfin, en fait, c'est l'affection dont un enfant a besoin qu'elle veut, en fait. C'est pas autre chose. Je lui mets les bras autour du cou pour lui dire « Ouh, je suis là ». Donc là, il lui fait un attouchement que je ne vous décrirai pas. Heureusement, il ne voit pas ma tête, parce que sinon, il verrait que ça ne lui plaît pas. Cette solution n'est pas si mal, je ne suis plus la troisième, même si ça fait mal et que ça brûle. Il porte son attention sur moi. Bah oui, au moins il porte son attention sur moi, vous voyez. Le but, c'est qu'à la fin, c'est pas elle qui ait les câlins. Et vous voyez, c'est terrible parce que certains agresseurs vont prendre ces attitudes d'enfant pour « Ah bah tu vois, elle n'est pas partie en courant, donc c'est bien que c'était pas si terrible que ça. » Alors que bien sûr que si. Donc le but, c'est qu'à la fin, c'est pas elle qui ait les câlins. Si je n'ai pas de câlins, je meurs. Je suis en colère contre mon père et contre ma cousine de me mettre en danger. Je suis en colère contre ma cousine de me faire me sentir nulle. Ça va être pire à gérer si je ne peux pas faire comme moi je veux. Si je fais comme elle et qu'il aime bien. Je deviens encore plus rien que rien parce qu'il aime ce que je fais parce que je fais comme elle et pas parce que je fais comme moi je peux faire. Donc je suis nulle. Même si elle n'est pas là, si je fais comme elle, elle est là. Et donc je suis la troisième. Je ne vois pas ce qu'elle fait de mieux. Il ne voit même pas que c'est nul. Je n'ai pas le choix. Je ne peux plus faire à ma façon. Et sachant que dans sa vie, cette dame-là,
Elle a beaucoup, beaucoup ressenti de colère quand quelqu'un ne faisait pas comme elle voulait. Il fallait que ce soit sa façon à elle. Et si c'était pas fait comme elle voulait, c'était insupportable pour elle. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui n'est pas si rare dans la société. Et ça vient forcément de quelque chose. Pas forcément de cette situation, mais forcément ça vient de quelque chose. Je ne supporte pas que l'on me dise comment faire quelque chose. C'est comme si on me disait que j'étais nulle et que je ne savais pas faire. J'étais si en colère contre elle parce que si je ne sais pas faire ça, je ne serai plus rien pour lui. Il ne m'aimera plus. Il m'aime parce que je fais ça. Donc s'il n'y a plus ça, parce que lui n'aime pas comme je fais, il ne m'aimera plus. Il y a un sentiment de panique. Il faut que je trouve une solution pour qu'elle ne me remplace pas. Ah oui. C'est un mélange de colère, de haine et de peur. Pour moi, c'est franchement clair que j'existe pour lui que dans ces moments-là. Donc vous voyez, c'est terrible parce que c'est des moments atroces, mais c'est les seuls où elle a la sensation d'exister pour son père. Donc en fait, elle se raccroche à ça. Je pensais qu'elle n'allait que regarder quand il m'a dit qu'elle allait jouer avec nous. Je n'étais pas contente du tout. J'étais gênée parce que je ne voulais pas qu'elle me voie toute nue. J'avais peur qu'elle sache parce que je sais qu'il n'a pas le droit de faire ça. Après, je me suis dit, la pauvre, elle est trop petite, qu'est-ce qu'elle fait là? J'ai envie de lui dire sans qu'il voie, va-t'en vite. La colère est arrivée quand j'ai vu qu'il la préférait à elle. L'adulte qui parle. Je me rends compte qu'elle n'avait pas le choix que d'obéir à mon père. Bah oui, ma cousine était dans le même état que moi à ce moment-là. Elle n'avait plus de cerveau, mais ça m'a quand même bien fait du mal. Je me suis sentie exclue. En souriant, elle légitime le truc. Elle enlève de la force à la partie qui résiste en moi, à la partie de moi qui se révolte, puisque si elle sourit, ça veut dire que c'est normal ce qu'il fait. Je suis en colère contre mon père. Je me dis, pauvre mec, c'est comme si j'avais enlevé un voile, il perd de sa grandeur, il perd de sa puissance. Je ne suis plus sous son emprise. Ce n'est pas lui qui avait toujours raison. Il est tout gris, tout minable. Je suis plus grande, plus lumineuse que lui. La petite fille en moi est apaisée. Voilà, je voulais terminer ce témoignage par une note positive, puisque bien sûr, toutes ces verbalisations très douloureuses permettent de sortir tout le noir qui est à l'intérieur, tout le sombre qu'on a mis à l'intérieur de ces enfants pour justement qu'ils retrouvent leur lumière. Mais c'est tellement ça. Voilà, donc là, il y a une deuxième situation. Je vais faire une mini pause pour que voilà, vous puissiez choisir de rester ou de partir. Reprendre vos esprits un peu. N'hésitez pas si vous avez une question entre-temps, je vais les lire maintenant. Donc voilà, donc vous imaginez bien que quand on me parle de faux souvenirs, je rigole, puisque des témoignages comme ça, j'en entends à la pelle. Donc voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas inventer, c'est extrêmement détaillé, extrêmement singulier, particulier à chaque fois. Ok. Abus de confiance, bien sûr, l'émotion la plus dévastatrice. Ma fille se tape la tête quand elle n'a pas ce qu'elle veut, ça fait peur. Il faut le mettre en tôle à perpète, condamné à mort. J'ai vécu la même chose avec un oncle et j'ai été spectatrice aussi des viols qu'il exerçait sur ma sœur. Ah oui. Bon, je vois que... Ok, donc c'est bon, vous êtes prêts avec la deuxième? Ça va? J'ai envie de savoir comment vous allez parce que je sais que c'est pas facile. Moi, je suis malheureusement habituée. Mais ça va d'entendre tout ça là? Comment vous vous sentez? Ça m'intéresse. Il y a toujours quelque chose qui explique que les gens ils soient complètement déglingués à l'âge adulte en fait. Pas forcément des viols, mais forcément des maltraitances occultées.
qui sont pas forcément dans la famille d'ailleurs, qui sont chez une nounou, à l'école. Ok, bon, j'ai l'impression que ça va quand même si c'est compliqué pour vous. Ok, donc on continue. Vous êtes sûr, ça va? Donc c'est parti. Ok. Donc deuxième situation. Alors, petite explication avant. Mais bien sûr, Elodie, vous êtes très loin d'être la seule. Et plus ça va aller et plus les gens vont parler. Donc la société va se rendre compte de l'ampleur des dégâts et que beaucoup de gens qui savent pas pourquoi ils sont mal, pourquoi ils prennent des psychotropes, des antidépresseurs, des antipsychotiques depuis 1 milliard d'années. Il y a forcément des raisons à tout ça en fait. Alors, cette dame Dalila, je sais pas pourquoi. J'avais déjà remarqué que votre commentaire, il était masqué. Je sais pas pourquoi. Réaffiché. Attends. Voilà. Je sais pas pourquoi. Oui, bah écoutez, avec plaisir, Bérangère, d'oser dire l'inacceptable, parce que c'est vrai que on pourrait dire, mais tu te rends compte de ce que tu dis, mais en fait, oui, je me rends très bien compte de ce que je dis, en fait. Et le problème, c'est que si la société ne veut pas l'entendre, les enfants, à qui peuvent le dire en fait? Parce qu'il y a des enfants, même aujourd'hui, là, à l'heure où nous parlons, qui sont en train de vivre des horreurs comme ça en fait. Donc, si les adultes de notre société, en fait, ça leur fait trop mal aux oreilles d'écouter ça, même si je conçois complètement et je suis d'accord que bien sûr ça fait mal aux oreilles, ça fait mal à l'âme en fait. Mais si nous, en tant qu'adultes, on n'est pas prêts à l'entendre, en fait, mais à qui vont parler les enfants? C'est ça le problème en fait. Donc, deuxième situation, on y va. Donc, ce que je vous disais, c'est que, oui, alors, ça c'est très important de comprendre ça pour ce deuxième témoignage. Quand un enfant est violé, il reçoit un shoot d'adrénaline énorme, d'accord? Comme dirait Muriel Salmona, c'est de la drogue dure en fait, d'accord? C'est une puissance de stress, de terreur qui est absolument hallucinant et donc un shoot d'adrénaline, ok? Donc, le problème c'est que pour ceux qui ne connaissent pas la dissociation, rapidement, ce shoot d'adrénaline est très fort. Et en fait, le problème, c'est que si le taux d'adrénaline monte trop, on peut mourir d'une crise cardiaque notamment. Et donc, pour ne pas que le cerveau pète ou que le circuit grille, le cerveau, en fait, va se couper des émotions et des sensations que l'enfant ressent dans son corps. D'accord ? Pour pas que les circuits pètent tellement c'est trop intense. Ok? Donc, il va s'en couper. Le problème, c'est que s'il s'en coupe de ses émotions et de ses sensations, ben en fait, elles sont piégées à l'intérieur de lui et elles ne peuvent pas, en fait, être libérées. Parce que, par exemple, quand il nous arrive quelque chose de triste dans la vie, voilà, on ressent la tristesse, on pleure un petit peu si besoin, et après, la tristesse, elle s'en va au bout d'un petit moment. Ok ? S'il n'y a pas de blocage. Mais là, en fait, tout est bloqué à l'intérieur, tout est piégé, et du coup, ça ne peut pas sortir de la personne. Donc, ça fait une espèce de boule de souffrance absolument insupportable qui reste piégée à l'intérieur de l'enfant. Ok. Sauf que le problème, c'est que cette boule de souffrance, vu que c'est des émotions, les émotions, elles cherchent à remonter pour être entendues. Mais du coup, là, le cerveau, pour protéger la victime, l'enfant qui a été victime, va essayer de garder cette boule bien enfouie pour ne pas souffrir et pour ne pas la ressentir. Pour cela, comment il va faire? Une des manières de faire pour un enfant, c'est d'être retraumatisé de nouveau. C'est-à-dire que si, notamment, je retourne chez
la personne qui m'a agressée, je vais être de nouveau traumatisée. Et à quoi ça va servir à mon corps? Ça va servir à reprendre un shoot d'adrénaline pour de nouveau être anesthésiée de la souffrance que cette même personne a mis à l'intérieur de mon cœur, mais qui est tellement insupportable que je veux en être coupée. D'accord? En fait, c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est ça en fait. Un violeur, en fait, c'est comme un dealer. C'est-à-dire qu'il donne à un enfant une dose de crack, genre une drogue la plus destructrice qui soit. Après, l'enfant, en fait, va rentrer dans une souffrance pas possible à cause de cette drogue, en fait, enfin, de ce que la personne lui a fait en l'occurrence. Et après, l'enfant, pour se réanesthésier de la destruction, en fait, pour se protéger de la destruction, va être télécommandé, téléguidé comme un robot pour de nouveau avoir cette drogue-là. Et vous allez voir que ce témoignage le décrit absolument parfaitement. Bien sûr, de A à Z, l'enfant n'a absolument aucune responsabilité dans ce phénomène et dans ce que je vais vous décrire. Ok. Et donc, c'est exactement le même mécanisme qui se passe quand quelqu'un d'adulte retourne avec un partenaire violent. D'accord? C'est pour aller rechercher la dose d'adrénaline qui va permettre à la personne de se réanesthésier de la boule de souffrance qui a été mise la plupart du temps par cette même personne à la base. Okay? Ou par d'autres dans l'enfance. Et les dealers changent en fait. Ok, puisque l'enfant va avoir par exemple un parent maltraitant et après à l'âge adulte, cette même personne va être sur la route de personnes maltraitantes. Sachant que la plupart des maltraitances et des viols sont enfouis dans l'enfance. Ok. Donc c'est pas du tout, quand un enfant retourne chez un agresseur, c'est pas du tout parce qu'il a aimé ça, comme certains agresseurs se plaisent à le dire, bien sûr, bah voilà, regardez, elle est revenue me voir, bah voilà, l'explication elle est là. Ok. Donc, elle a été violée par son père et elle avait tout occulté. Après le viol, donc elle explique en fait comment elle se sentait. Donc son père la violait le week-end parce qu'il travaillait la semaine loin et donc elle explique comment elle se sentait pendant la semaine. Et vous allez voir que c'est complètement paradoxal en fait. J'attends qu'il revienne, c'est long. Je m'ennuie. Et s'il ne revenait plus jamais, je panique à l'idée qu'il ne revienne plus. C'est vide sans lui. Je n'ai envie de rien, j'ai besoin de lui. Ah oui. Comme un drogué en manque de drogue, en fait, exactement la même chose. D'accord? Il est vide, il a envie de rien d'autre, il est obsédé par sa drogue. Et d'ailleurs, elle le dit comme ça, quand elle se connecte à la petite fille à l'intérieur, qui parle. J'ai besoin de ma dose de lui. Comme certaines femmes battues qui, encore une fois, disent je l'ai dans la peau, j'ai besoin de ma dose. Ben oui, mais en fait, c'est que tu es drogué à son comportement violent et à l'adrénaline que son comportement violent te donne pour t'anesthésier à l'intérieur. Le besoin est très puissant dans mon corps. Qu'il me refasse l'amour. Ça, c'est la petite fille qui dit ça parce que son père lui a fait croire que c'était faire l'amour. Voilà. De sentir sa proximité pour m'apaiser, me calmer ma panique, pour calmer le manque. Vous voyez? Donc en fait, c'est pas du tout que ça lui faisait du bien, c'est pour calmer la boule de souffrance, en l'occurrence la panique qu'elle ressentait depuis ce qu'il lui avait fait. J'attends de ressentir un autre moment comme ça, que la panique s'arrête. Après, quand ça s'arrête, je redescends et c'est le vide. Je me sens vide jusqu'à la prochaine fois. C'est tellement puissant, bah oui, vous imaginez la dose c'est comme de l'héroïne, hein. La dose d'héroïne qu'elle prend dans le sang à chaque viol en fait. C'est terriblement puissant sur le moment que j'en suis devenue accro. Quand ça ne vient pas, c'est horrible, je ne vis plus que pour ça. Vous vous rendez compte comment c'est terrible? Comme un vide qui ne se remplit pas, même si je fais autre chose. Ce manque me fait tellement mal qu'il faut que j'ai ma dose. Ben oui, mais en fait, qu'est-ce qui lui fait mal quand son père il est pas là? Ben en fait, c'est la souffrance de ce qu'il lui a fait avant
qu'elle ressent en fait. Donc c'est insupportable bien sûr. Et donc elle a besoin d'être retraumatisée pour être anesthésiée de nouveau. Je meurs à petit feu d'attendre et que ça ne vient pas. Si je me laissais aller, je tremblerais, je me roulerais par terre. Je hurlerais de douleur, comme si ça se déchirait à l'intérieur. C'est une explosion quand il met son sexe. Et écoutez, et après, je ne ressens plus rien. C'est magique parce que je ne souffre plus. Donc qu'est-ce qui est magique ? C'est d'arrêter d'être connecté à elle en fait. Parce que bien sûr que violer un enfant, ça le déconnecte de lui. Et ça le déconnecte quand l'enfant se dissocie, eh bien, ça le déconnecte de la souffrance que tu as mis en tant que violeur à l'intérieur de lui. Okay. Ne plus rien ressentir, c'est trop bon. Donc en fait, c'est ça qui est trop bon pour elle, c'est ne plus rien ressentir et être complètement coupée en fait. Tellement que donc, ne plus rien ressentir, c'est trop bon, tellement que ce que je ressens dans l'attente, c'est douloureux. Quand j'étais en manque, je ne savais même pas ce qui m'arrivait, je gardais tout ça pour moi. Je ne sais pas quoi faire pour qu'il revienne, pour qu'il s'intéresse à moi. Quand il était là, je faisais mon intéressante, j'en faisais des tonnes. Je veux le séduire pour avoir ma dose. Je ne sais pas comment faire pour l'avoir, je veux m'adapter pour lui plaire. Il me hante, ma tête va exploser. Je faisais aussi mon intéressante avec les autres hommes. Il me fallait ma dose, peu importe de quelle manière. J'ai été câblée comme ça. Alors ça c'est ces mots, j'aurais pu être la pute du coin en grandissant. Donc voyez comment. Elle va le dire d'ailleurs, elle a été complètement déglinguée en fait. Donc voyez comment, en détruisant une petite fille, après en effet un agresseur peut dire bah regarde, elle en redemande. D'accord ? Alors que pas du tout en fait. Pas du tout. En fait, elle fait juste ce qu'elle peut pour se couper de l'horreur que tu as mis à l'intérieur d'elle en fait. Et elle est devenue accro à la dose d'adrénaline qui lui permet de s'anesthésier pour pas ressentir toute l'horreur que tu as mis à l'intérieur d'elle. D'accord ? Adulte aussi, devant les hommes, il faut que je m'agite, il faut que j'agisse, que je parle. J'en fais trop, je m'énerve moi-même. Je n'arrive plus à doser, je suis perdue, je ne sais plus quoi faire ni comment faire pour avoir ma dose. Je suis perdue et je souffre. Je me sens ridicule et j'ai honte de moi. Si je n'ai pas ma dose, je suis déçue, alors je repars. Et c'est la descente. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Tu vois bien que personne ne s'intéresse à toi. Donc, vous voyez comment les choses se retournent. Tu vois bien que personne ne s'intéresse à toi. Pourtant, tu es voyante. Donc, on ne peut pas te louper. Il faut donc que tu sois vraiment naze pour que personne ne s'intéresse à toi. Je me disais que je ne compte pas, qu'il s'en fout de moi, que je ne suis pas assez intéressante. Quand il partait en déplacement pendant son travail la semaine, j'avais peur qu'il ne me calcule pas à son retour. J'avais peur de ne pas avoir ma dose. Je croyais que j'allais avoir ma dose et en fait non. Il fallait que je réattende une semaine. Je vous demande d'attendre la suite de ce témoignage pour partir parce que vous allez voir, ça va éclairer beaucoup de choses. C'est horrible quand mon père m'ignore parce que j'avais que lui qui me portait de l'intérêt. Oui, parce que le problème ou pas le problème, je ne sais pas. À côté des viols, c'est le seul qui s'occupait d'elle à jouer aux jeux de société ou quoi que ce soit avec elle, en fait. Donc vous imaginez la complexité de ce que ça a mis à l'intérieur d'elle, en fait. Quand j'ai commencé à grandir, quand il a commencé à ne plus me violer, je me suis dit, je ne suis plus intéressante parce que je les intéresse plus, parce qu'il y en avait d'autres, enfin, il n'y avait pas que son père. Je sens que c'est parce que je grandis. Je me regarde, je me dis que c'est parce que je ne suis plus mignonne, je suis moins attirante parce que je grandis. J'ai des trous dans les dents, je ne suis plus fine, petite. J'étais plus ronde, plus potelée, je donnais plus envie. Donc pour moi, je méritais qu'on me rejette. C'est moi qui ne les méritais plus, donc c'est à moi de ramer, de tout faire pour avoir cette dose. Vous vous rendez compte comment le monde est à l'envers en fait pour cette petite fille. C'est hallucinant. Les attouchements, écoutez bien, là il y a des explications. Les attouchements, je me disais que c'était leur façon de m'aimer. Leur attention, leur regard posé sur moi, qu'ils continuaient à être attirés par moi de la même manière.
C'était la seule marque d'intérêt et d'attention que je recevais. À force qu'il ne veuille plus de moi, je me disais que je devais pas valoir grand-chose. Je n'y ai plus cru au fait que l'on puisse m'aimer. Les seuls câlins, écoutez, les seuls câlins, la seule proximité que j'ai reçue, c'était via les abus sexuels. Je me disais qu'en le faisant, donc je vais pas dire participer, mais voilà. Elle se disait en fait qu'ils allaient tomber amoureux d'elle. Donc ils vont tomber amoureux de moi. Mais comme ils ne tombaient pas amoureux de moi, j'essayais de tout faire au niveau sexe pour qu'ils tombent amoureux de moi. J'essayais de bien le faire pour qu'ils m'aiment. Je pensais qu'ils étaient fous de moi en admiration, je le voyais dans leur regard. Et même c'était l'envie de me dévorer comme... Mais en fait c'était l'envie de me dévorer comme un prédateur avec sa proie. Ils me faisaient plein de compliments, mais en fait ce n'était pas de l'amour. Ils voulaient s'approprier, ça c'est... Elle prend conscience de plein de choses en grandissant là en fait, c'est l'adulte qui parle. Il me faisait, parce que petite fille elle pensait qu'il l'aimait en fait. Vous vous rendez compte ? Je vous raconte pas du coup les ravages que ça a fait dans ses relations aux hommes en tant qu'adulte en fait. Il me faisait plein de compliments, mais en fait ce n'était pas de l'amour. Il voulait s'approprier mon corps, pas me faire du bien comme dans l'amour. Mais ma seule manière d'être importante, c'était d'être regardée comme une proie. Vous vous rendez compte ? La seule, et alors là c'est la partie la plus... la seule marque d'attention que j'ai eue quand j'étais petite, ça a été l'inceste, que j'ai pris pour de l'amour. Ils ne m'ont rien fait dans la violence. Quand j'entendais, plus grande, quand elle entendait violence sexuelle, je me disais que je n'étais pas concernée, puisqu'ils n'ont pas utilisé la violence physique. C'était de eux, parce qu'il y avait plusieurs hommes dans sa famille qui lui faisaient du mal. C'était de eux que j'avais le plus d'intérêt, d'attention. Ma mère était inexistante. Ma sœur faisait sa vie. C'était eux qui s'occupaient de moi. C'était les seuls qui jouaient avec moi. En fait, il n'y avait que eux. Donc quand ils m'ont rejetée, parce que j'étais trop grande, c'était vraiment la fin du monde pour moi. Après, je me disais, personne ne veut de moi. Je me sentais vraiment moche, pas intéressante. Sinon, ils ne m'auraient jamais repoussée, ils auraient continué. Vous vous rendez compte ? Mais il fallait bien que ça s'arrête. Enfin, plutôt que ça ne commence jamais, bien évidemment. L'histoire avec mon frère, ça a été une illusion. Moi, je l'aimais profondément et je pensais que lui aussi. Il y avait des attouchements la nuit, sans que je le sache parce que je dormais. Donc elle les a retrouvés en séance, puisque le corps se souvient de tout. Quand j'étais toute petite, il me prenait sur les genoux, il me frottait sur lui. Moi, je ne voyais pas le mal, j'étais pure. J'ai associé l'amour à la perversité. Quand on fait quelque chose sur quelqu'un sans qu'il s'en rende compte, c'est contre le gré de la personne. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abus. Il n'y a pas d'autre mot. Donc là, vous voyez, là, son cerveau est en train de remettre les choses à l'envers, à l'endroit. Donc mon frère a abusé de moi, mon frère ne m'a jamais aimée, sinon il ne m'aurait pas fait tant de mal, mais moi j'y ai cru. J'ai cru que c'était de l'amour, alors que c'était tout sauf ça. C'est terrible parce que tu te rends même pas compte de la destruction que tu subis. Tu mélanges ça avec de l'amour. Et tu arrives dans la vie adulte avec le cerveau à l'envers. L'enfant n'en redemande pas, ça c'est elle qui dit ça, l'enfant n'en redemande pas parce qu'il aime ça ou que c'est sain. Il en redemande parce que tu l'as déglingué. Et moi, j'en redemandais. J'étais obligée de me tromper moi-même, de me raccrocher à ça parce que j'avais rien d'autre. Donc à ça, à l'idée que c'était de l'amour. Et aux doses d'adrénaline qui la coupaient de sa souffrance. Et quand ils me rejetaient tous, je n'avais plus rien à part du vide et rien pour m'anesthésier. Voilà. Voilà. Donc là, on voit comment c'est terrible. Mais comment c'est terrible parce que regarder comme un agresseur peut retourner l'attitude de cette petite fille contre elle et dire mais en fait, c'est toi qu'on redemande en fait. C'est toi qui es accro. Voyez ?
Alors qu'en fait, si on a une compréhension superficielle des choses, c'est ce qu'on pourrait croire. Alors que c'est tout sauf ça. Voilà, je remercie sincèrement encore une fois les deux personnes qui m'ont permis de vous partager ça. Et voilà, merci, merci de nous permettre de lire leurs témoignages de petites filles. Et oui, en fait, il y a un petit live qui s'appelle les effets sur la vie adulte d'avoir été violé enfant. Il est très intéressant parce que ça montre en fait que c'est absolument dévastateur en tout point en fait. Et c'est tellement plus commun qu'on le pense, mais tellement, tellement, tellement. Voilà, écoutez, c'était un live assez court, mais je pense que pour ce sujet, c'est bien déjà. Est-ce que vous avez des questions? Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai envie de savoir comment vous vous sentez là, même si je vous avais prévenu en début de live, donc j'espère que vous vous êtes écouté et que vous n'avez écouté ce live que si vous vous sentiez assez solide pour le faire. Voilà, comment vous partez, comment vous sentez, comment vous allez passer votre soirée. J'ai mis dans la description les liens des thérapeutes que j'ai formés, des formations si ça vous intéresse, tout ça. Ok. Bon, a priori, il n'y a pas de questions. Donc, on va arrêter là, les donc, pour une fois. Donc, je vous donne rendez-vous le premier dimanche de novembre, qui sera, si je ne dis pas de bêtises, le 5 novembre. Je ne sais pas encore sur quoi je vais le faire. Peut-être sur la folie. Je pense que c'est très intéressant. J'aurais plein de choses à dire. Je ne sais pas si un live va me suffire. J'essaierai d'être concise. Je pense que je vais le faire sur la folie. Sauf si je change d'avis d'ici là. Et donc sur la folie. Et donc comment... qu'est-ce que la folie déjà? Parce que je pense que la folie, c'est pas du tout ce que l'on pense dans notre société. Pour moi, les gens qui sont dans les hôpitaux psychiatriques ne sont pas des fous. Voilà, je vous expliquerai pourquoi. Je pense qu'on les a rendus fous. Et donc j'expliquerai comment, à mon sens, voilà, les différentes manières pour rendre quelqu'un de fou ou pour devenir fou. Ok? Avec plaisir, Aurore. Oui. Voilà. Et donc, alors imaginez la culpabilité parfois de ces victimes qui culpabilisent parce qu'elles ont la sensation justement d'avoir été actrices dans les horreurs qu'on leur a bref. Alors qu'en fait, elles ont été victimes et c'est tout en fait. Et c'est vrai que c'est important, enfin pour moi c'était très important de le communiquer ce soir et je continuerai à le faire pour que les gens soient au courant et que quelqu'un ne dise pas à un enfant, bon bah voilà, t'avais qu'à pas y retourner quoi. D'accord? Et donc, bien évidemment aussi, c'est pas parce que un enfant veut retourner chez une personne que c'est systématiquement qu'il n'y a rien à craindre chez cette personne. Vous voyez, là on le voit tout à fait. Ok. Bérangère, comment réussir à traverser cette sensation d'être déglinguée par une psychothérapie? Allez voir, j'ai mis le lien si ça vous intéresse. Ou alors vous allez sur mon site à la Psy School, thérapeute lucide. Mais en fait, comment on fait? Enfin, moi je fais en thérapie, vous voyez, je leur permets de verbaliser tout ça dans l'ultra détail et en fait, au fur et à mesure, ça sort en fait. Parce que si vous voulez, tout est piégé à l'intérieur de leur cœur de petite fille et en fait, au moment où ça sort, eh bien, c'est comme si leur connaissance et leur recul d'adulte, tac, se collaient à leur ressenti de petite fille et donnaient un nouveau point de vue en fait. Et là, ça leur permet là, on voit très bien, avec bien sûr mon explication par rapport à la dissociation, pour expliquer que ça s'explique tout à fait. Et donc c'est comme ça en fait qu'on se libère. Mais encore une fois,
pour se libérer de choses comme ça, il faut aller voir un thérapeute qui a travaillé assez profondément à l'intérieur de lui. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de thérapeutes, de beaucoup de psychologues, chez qui les victimes ne se sentent pas du tout en sécurité pour pouvoir déballer tout ce qu'elles ont à déballer parce qu'elles ont peur d'être jugées. Imaginez si un psy il connaît pas, il n'a pas toutes ses connaissances. Vous imaginez? Ça veut dire qu'il va juger la victime. Non mais ce serait insupportable. Un psy live sur la police, ce serait intéressant. Ok. Alors, se sent-elle forcément rejetée de ne pas avoir subi la même chose? Je connais une personne qui assiste au viol de sa sœur, qui a assisté au viol de sa sœur par leur père commun. Se sent-elle forcément rejetée de ne pas avoir subi la même chose? Alors, déjà, est-ce qu'elle est sûre de pas... Enfin, voilà, après, je sais pas. Hein. Mais un certain nombre de personnes occultent les faits. Donc, est-ce qu'elle non plus... Enfin, est-ce qu'elle est sûre de rien avoir subi d'autre? Peut-être qu'elle a assisté et qu'elle n'a pas subi. Mais oui, en fait. Bah, ça dépend comment le père a présenté les choses. S'il a dit, par exemple, je te fais ça à toi, je te viole toi. Alors, les pères ne disent pas je te viole. Hein, d'accord. Je te fais des bisous parce que je te préfère. Bien sûr que l'autre peut se sentir rejeté. Vous voyez, parce qu'en fait, il y a une sexualité bestiale et sadique qui est mélangée à de la confiance, de l'attente d'amour. Donc là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres et à tous les ressentis, en fait. Après avoir vécu de telles horreurs, la thérapie lucide peut-elle prendre plusieurs années? Oui, complètement. Et la plupart du temps, mais bien sûr, ça prend plusieurs années. Bah oui, vous vous rendez compte, je veux dire, moi, je peux vous assurer que la thérapie lucide, elle fonctionne et la plupart des gens peuvent s'en sortir totalement et être complètement soignés de toutes ces horreurs. Par contre, oui, clairement, ça prend plusieurs années. Alors, ça dépend à quel point la personne est prête. Mais oui, après, ça dépend aussi de l'ampleur des choses qu'elle a subies. Parce que plein de gens ne voient que le petit bout de l'iceberg. Hein. Et après, on se rend compte de... Oh. Voilà. Je suis très en lien avec une de vos thérapeutes. J'écris également. J'avoue que par moment, entre les rendez-vous, c'est difficile. Bah oui, je comprends. Et ben voilà. Katou, j'ai 50 ans et cela fait juste quelques mois que j'ai découvert mon histoire. Ah bah oui. Et ça, il y en a tellement, tellement, tellement. Donc oui, tout à fait Dalila, ça peut tout à fait durer des années. Tiens d'ailleurs, merci Dalila, j'en profite pour vous dire quelque chose, je referai peut-être une vidéo. Parce que, en effet, je vous présente peut-être les choses... alors je ne sais pas si de manière magique dans mes vidéos, mais voilà, je vous dis, en effet, les gars, il y a une solution, il y a une porte de sortie, il y a de l'espoir. Mais je ne dis pas du tout ni que ça va être facile, ni que vous n'allez avoir aucune résistance, ni que ça va être rapide. Voilà, ça, c'est clair. Et dans beaucoup de cas, en fait, les personnes ont beaucoup de résistance dont elles n'ont même pas conscience. D'accord? Donc, si vous êtes pressé, les thérapeutes ne vont pas travailler sous pression. Je veux dire, c'est comme un chirurgien. On ne peut pas lui demander de travailler sous pression parce que sinon, il va vous couper la mauvaise veine. Eh bien, un thérapeute, c'est pareil. Voilà, on ne travaille pas n'importe comment. On prend son temps. On est rigoureux. Donc ça, c'est très important. Voilà. C'est pour toute votre vie après. Donc, c'est important que le travail soit bien fait. Et oui, clairement, ça prend du temps. La plupart du temps. D'accord. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Le son, il faut vraiment que je me rachète un micro ou je peux continuer comme ça? Point d'interrogation. Vous me direz. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous raconter? Bah, je crois que c'est tout. Hein. Donc, pensez pas que les thérapeutes que vous allez aller voir, que j'ai formés, en fait, ils vont faire ça
et ça va être une baguette magique. Et en plus, c'est pas eux qui vont travailler. C'est-à-dire que eux, voilà, ils ont une manière de faire, ils savent faire. Par contre, en fait, ça va pas être bon bah vas-y, fais, je te regarde. En fait, c'est pas comme ça. D'accord? Voilà. Bon bah a priori c'est tout. Vous n'avez plus de questions, tout ça, tout ça. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard au 5 novembre, je crois. Déjà novembre, hein. Ça passe vite, hein. Allez, gros bisous, bonne soirée, merci de votre attention. Et puis bravo d'être des adultes qui veulent entendre ce qu'il y a enfin les horreurs qu'il y a dans le cœur de beaucoup d'enfants malheureusement. Bonne soirée!